Anne, Bruno, c'était un plaisir. Vous avez un petit truc à ajouter ? Ah bah ça tombe bien, moi non plus. Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, c'est l'épisode 187 du podcast de l'émission qui veut donner envie à tout le monde de pédaler, que le vélo remplace la voiture comme mode de déplacement dominant. Et on est dans les studios à Annemasse pour enregistrer aujourd'hui. On est avec Anne. Comment ça va, Anne ? Ça va très bien, et toi ? Bah épanoui, tranquille, détendu. Et Bruno ? Super, la forme, la pêche. Et puis ça me fait hyper plaisir d'être à nouveau avec vous et Pause Vélo. Cycliste les vacances, Bruno ? Un petit peu, ouais, j'ai fait le Pays Basque. Oh, ça monte et ça descend là-bas. Ah ouais, oh là là, ça monte. Hein. Ouais, cyclo-sportif. Ouais, c'est très sportif, ouais. Ouais, je me suis fait des pentes à 18-19%. C'était bien, et c'était pendant la canicule. Là. Ah ouais, dur, moi au-delà de 5%, je marche et je pousse. Ouais, c'était plus dur que prévu. Mais c'est très beau. Ah bah oui, tu m'étonnes, c'est les ouais. Alpes qui plongent directement dans... les Pyrénées qui plongent directement dans les montagnes, dans la mer. C'est magnifique, et puis c'est une culture différente, moi ça m'a emballé, ouais. Bon, et Anne ? Alors moi j'ai fait la Somme. Ouh, je l'ai fait l'année dernière. Ouais, et ça c'était top parce que pendant la canicule, là il n'y avait pas de canicule. Voilà, t'es au nord. Donc, tranquille, donc la Somme canalisée, c'est tout tranquille, c'est tout plat. Donc le chemin de halage le long de la Somme. Tout à fait. Voilà. T'es parti d'où ? Je suis partie d'un peu loin, je suis partie de Compiègne. Donc c'est presque la source, enfin c'est le début de la voie verte. Alors non, en fait c'est plutôt l'Oise, en fait tu remontes l'Oise et puis après tu croises la Somme. Et jusqu'à Saint-Valery-sur-Somme. Alors on est allé jusqu'à Abbeville et puis après, je sais plus, on a bifurqué mais on est remonté sur Berck. Est-ce que tu vois où est Berck ? Oui, je vois. Oui, Berck, il y a des phoques. Oh, trop, Bibi phoque. Le parc du Mercantaire, un truc comme ça. Alors les phoques, tu les vois même à Berck. Donc tu peux même aller à la ville de Berck et tu marches 10 minutes et tu as des phoques qui sont en train de se faire dorer comme ça sur le banc de sable. Et ils ont vraiment la tronche de Bibi phoque, tu sais, la tête toute ronde. Vraiment, en fait, on dirait des petits chats sans les oreilles, quoi, en gros. Mais alors, les vacances à vélo dans la Somme, je recommande. Donc il y a cette voie verte là, qui longe la rivière, qui est très bien répertoriée. Parce que depuis quelques années, moi, les vacances, l'été, c'est au nord de la Normandie. Il fait trop chaud quand on est au sud, c'est pas possible. Même au sud, même au nord de la Loire. Non, au nord de la Normandie, trouvez un peu de fraîcheur. Alors vous vous dites, le gars Eric, là, c'est pas sa voie d'habitude, qu'est-ce que ça se passe ? Bon, mais il se trouve que ces derniers temps, j'ai porté pas mal une minerve, en fait, autour du cou, et ça m'appuie sur la... Alors, je suis pas en train d'enregistrer avec la minerve, là, mais ça m'appuie sur la glotte, sur la gorge, et ça me fait une petite voix. Question pour vous, est-ce qu'on a le droit de faire du vélo avec une minerve ? Bon, je pense que oui, hein. Ouais, moi ça m'est arrivé. Ouais. Bon bah moi aussi, hein. Puis ouais. c'est en faisant ça, je me suis dit, mais est-ce que j'ai le droit ? Et du coup, je suis allé consulter la loi. Ce qu'en dit la loi, alors il n'y a pas d'interdiction de faire du vélo avec une minerve, mais il y a deux choses. La loi stipule qu'on doit être bien équipé, c'est-à-dire que tu vas pas porter un bandeau sur les yeux qui t'aveugle, hein, évidemment, il faut être bien équipé. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas porter une minerve qui te gêne complètement. Donc ça, c'est l'équipement. Et en plus, on doit être en capacité de pouvoir faire du vélo. Donc c'est pareil, on ne fait pas du vélo si on n'est pas capable de tourner la tête à droite, à gauche pour faire les contrôles. Donc on a le droit d'avoir une minerve, mais il faut faire attention. Alors moi, perso, comme je suis bien torticolifié, je ne sais pas si c'est un verbe italien ou quoi, torticolifié, je crois que tout le monde sait ce que ça veut dire. Je ralentis un petit peu plus que d'habitude, et puis je tourne le cou, plus le tronc, et j'arrive à faire mes contrôles droite-gauche. Clairement, j'ai pas vu les étoiles depuis un petit moment, parce que j'arrive pas à verser la tête en arrière. Mais on peut faire du vélo avec une minerve, mais attention. Il faut aussi voir comment ton vélo est équipé, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui sont en situation de handicap et qui font du vélo. Donc même si tu ne peux pas tourner la tête, du moment que tu as des rétroviseurs qui te permettent de voir derrière toi, oui. C'est OK. Si tu as des problèmes d'équilibre, par exemple, tu peux tout à fait avoir un vélo équipé pour pallier à ces problèmes d'équilibre. Donc tout ça, c'est un peu aussi une question de situation individuelle, de bon sens. De bon sens, ouais. Alors l'émission d'aujourd'hui est en partenariat avec le magazine Cycle. Cycle Magazine, c'est le numéro 25. Il en sort 2 par an, un quand il fait beau, un quand il fait froid. Là, c'est celui qui fait beau. Et on parle de plein de choses intéressantes. On parle notamment du Salève dans ce magazine. On parle d'un sommet des Alpes à côté de Genève, le Salève. Et puis on parle de cyclistes courageux, de cyclistes qui ont du cœur. C'est des cyclistes qui ont fait Paris-Aix-en-Provence, 700 km. Attention, en fixie les gars. Ils ont dit on n'en a rien à faire, on ne changera pas de vitesse. En fixie.
Perso, j'ai du mal avec le fixie. J'aime bien. On a inventé une super technologie. On peut changer les vitesses, adapter notre truc. Mais je reste admiratif des gens qui font ça. Et puis surtout, c'est quand même beau le fixie. Hein. Il y a moins de fils et tout ça. J'aime bien quand même ce style-là de vélo. Et ils ont pédalé comme ça pour lutter contre le cancer. Ça tombe bien. On voit aussi dans le Cycle Magazine numéro 25 un atelier de réparation à l'ancienne. Il y a de magnifiques photos. Enfin, de toute façon, dans le Cycle Magazine, il y a toujours de magnifiques photos. On parle d'Italie aussi, de Sicile, la ville de Palerme et aussi la ville de Milan. Et il se trouve qu'à Milan, c'est quand même une ville de vélo. Et c'est Quentin qui nous fait une lecture sur le sujet. Et juste après, on retrouvera Bruno qui nous fera aussi un petit sujet tiré du Cycle Magazine. Tout de suite, c'est Quentin et le vélo à Milan. Milan, Lino Gallo, en pédalant le nom des navigés. Sans rien enlever au reste de l'Italie, Milan est indéniablement la capitale du cyclisme italien. Dès la fin du 19e et au début du 20e siècle déjà, les Milanais se passionnaient pour le cyclisme sous toutes ses formes. Le public se rendait en masse aux courses, se rassemblant par exemple à Piazzale Loreto à 3h du matin, une heure vraiment improbable en 1909, pour encourager les 127 casse-cou qui s'apprêtaient à disputer le premier Giro d'Italia. Les courses les plus importantes sont nées à Milan. Le Giro dei Bastioni, organisé par le Veloce Club en 1871, la Milano-Torino en 1876, puis successivement le Tour de Lombardie en 1905, la Milano-San Remo en 1907 et le Giro d'Italia en 1909. Vélodromes et fabriques. Milan avait de nombreux vélodromes, de toutes les longueurs, en béton, en terre battue, en bois. En plein air, les uns couverts, il y en avait même un souterrain, semble-t-il. On y organisait toutes sortes de courses, dont la célèbre compétition entre Romolo Buni, le Diavolo Nero, Diable Noir, en selle sur sa bicyclette, et un certain Cody, à cheval et déguisé en cow-boy, qui, profitant de l'homonymie, se faisait passer pour l'autre Cody, William Frederick Cody, le fameux Buffalo Bill. Et c'est le prétendu Buffalo Bill qui gagna, en trichant. Il y eut ensuite l'époque du Vélodrome Sampione, et celle du Palasport sur la Piazza Sei Febbraio, où l'on monta une piste en bois sur laquelle eurent lieu les fameux 6 jours. À 2 pas de là, a été réalisé, pour remplacer l'ancien Sampione, une nouvelle installation, le Vélodrome Vigorelli, la Pista Magica, la Scala del Ciclismo, avec sa piste en sapin du Val di Femme, lieu du record de l'heure de Fausto Coppi en 1942. Il fut détruit par les bombes de la guerre, et connut une renaissance avec différentes compétitions jusqu'au dernier sprint entre Maspes et Gaiardoni dans les années 1960. Mais Milan est aussi la ville industrielle par excellence, et elle ne peut qu'être également une référence absolue en matière de production de bicyclettes. La liste des marques produites dans la ville et ses alentours est impressionnante. Jugez vous-même. Alipronti, Ancora, Atala, Bianchi, Cavanna, Cinelli, Colnago, Dei, De Rosa, Donizelli, Fuchs, Galetti, Pettenella, Mozzi, Oiaghi, Gloria, Brinetti, Stucchi, Regina, Rossini, Stelbel, Taurus, Viscontea. Alors, si vous voulez lire l'article en entier dans son intégralité, il va falloir vous procurer le Cycle Magazine numéro 25. On vous met les moyens de vous procurer le magazine dans la description de l'émission. Bruno, tu es chaud, tu es motivé ? Motivé, tout à fait, je suis prêt. Alors, toi, tu as choisi un article qui est extrait du magazine, toi aussi. Et tu vas nous parler de quoi ? Alors, je vais jouer aux devinettes. Si je vous dis Toulouse-Lautrec, Monet, Picasso, alors vous pensez à des peintres. Ouais. Et puis si j'ajoute derrière Wout van Aert, Remco Evenepoel, vous dites ah tiens c'est peut-être des peintres flamands. Non pas du tout. C'est Remco, il a gagné les Jeux Olympiques en 2024. Et puis Wout van Aert, il a gagné la dernière étape du Tour de France cette année. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun tous ces gens, Monet, Picasso, Toulouse-Lautrec, Evenepoel, Van Aert? Et bien en fait c'est Montmartre. Ah oui, c'est Montmartre. La et donc, magnifique étape, la magnifique épreuve de vélo à Montmartre au JO dont tout le monde a parlé. C'était formidable. C'est super. Et donc, il y a un article dans Cycle sur Montmartre. C'est fait par Étienne Bonamy. Et c'est vraiment super à lire parce que c'est aussi très graphique. Parce encore de belles photos. Il y a des superbes photos. Je tiens à vous parler de Montmartre parce que... La rue Le Pic. Parce que, voilà, la rue Le Pic, ouais. Il insiste sur le fait que les JO ont donné une autre dimension à Montmartre. Et parce qu'il y a une image qui est extraordinaire, c'est une image qui a été prise par un photographe canadien qui s'appelle Bilal Laufen, qui habite Montmartre. Et puis il fait même le parallèle entre sa photo où on voit des centaines de milliers de gens à Montmartre.
Et puis, on perçoit l'ambiance, quoi. Et il fait le parallèle avec une peinture que vous connaissez peut-être, c'est celle de Monet, en fait. Elle est exposée au musée d'Orsay. C'est la peinture qui s'appelle La rue Montorgueil à Paris, faite du 30 juin 1878. Et c'est pareil, on perçoit la fête, quoi. Il y a plein de petits drapeaux français partout, ouais, c'est ça. C'est ok, ça, je vois le drapeau. Et donc, c'est super. Et puis, il parle également, quand même, malgré tout, des tensions un petit peu qui se créent, parce qu'ils essaient de, comme dans beaucoup d'endroits, de piétoniser, de donner plus de place aux vélos et aux piétons. Donc ça veut dire, ils ont enlevé par exemple 700 places de parking, donc ça crée beaucoup de tensions. C'est génial. Ah oui, enfin, moi je trouve ça super, mais c'est vrai que bon voilà, il y a des tensions, il y a des gens qui ont monté un collectif qui s'appelle Vivre à Montmartre, il y a des banderoles, donc il y a quand même quelques tensions. Et eux, ils veulent des voitures. Alors, ils veulent en tout cas un accès, j'imagine des voitures, oui, ils veulent un accès motorisé. Ouais, c'est les ennemis, quoi. D'accord, ok. Ouais. Tout à fait. Ouais. Il faut trouver un compromis. Mais ce que j'ai trouvé quand même assez génial aussi dans cet article, c'est le passé cycliste de Montmartre, mais aussi le présent. C'est-à-dire qu'il parle beaucoup, en fait, Montmartre, ça a été, toujours été un petit peu lié quand même au cyclisme. Alors, c'est pas un haut lieu du cyclisme, mais qui sait, ça le deviendra peut-être avec la rue Le Pic. Alors, c'est pas le Mont Ventoux, c'est pas l'Alpe d'Huez, mais peut-être qu'un jour, on dira, j'ai fait la rue Le Pic, quoi. C'est vrai que c'est quand même... c'est respectable. Et donc, en fait, il faut savoir que ça a été un lieu où il y avait des courses, et il y a même eu un cyclocross qui a été créé sous la Seconde Guerre mondiale. Et quand même, accrochez-vous bien, ça faisait 9 km de montée, 8 km de descente et plus de 1000 marches à monter. 1000 marches. Allez. Donc vraiment, il y a vraiment un passé cycliste, mais il y a aussi un présent cycliste. Parce que ça a été créé pendant le Covid. Il y a des gens qui s'embêtaient un petit peu pendant le Covid. Vous vous souvenez, il y avait pendant le confinement, on avait le droit à 1 heure de sortie par jour. On ne pouvait pas aller à plus d'1 kilomètre, si je me souviens bien. Et donc, il y a des cyclistes qui se sont retrouvés entre eux, qui disent, voilà, on a 1 heure, on va tester un peu les rues pavées du quartier. Et ils ont monté, en fait, le Montmartre Vélo Club. ce que je trouve absolument super. Et donc, il perpétue un peu ce passé cycliste qui très, très local, en fait. Donc voilà, moi, je vous invite à lire l'article, parce que comme il y a de très belles photos, et puis ça donne envie de visiter Montmartre à vélo, ça donne envie aussi de visiter Paris en général à vélo. Moi, ça fait très longtemps que je suis pas retourné à Montmartre, et ça m'a donné envie d'y retourner, là. Eh bien, Bruno, merci. On va voir un autre Bruno. Mais alors, cette fois, c'est un Bruno de Dieppe. C'est un auditeur de l'émission. C'est génial parce que on a des auditeurs qui nous envoient des chroniques. Et ça me plaît énormément. Et on va en avoir 2, du coup, dans cet épisode de Pause Vélo. On a Bruno de Dieppe qui nous fait un truc sur Joachim Agostino. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, bien sûr. Ah oui, tu connais? Moi, je ne connaissais pas. Oui, bien sûr. Moi, quand j'étais gosse et que je regardais le Tour de France, c'était Ah, c'est un cyclo-sportif, alors. D'accord. Et ben, dans sa ville au Portugal, de Torres Vedras, il est tellement célèbre que les systèmes de Vélib là-bas, ça s'appelle les Agostinas. On écoute Bruno. Bonjour Pause Vélo. Pour cette première chronique, je vais vous parler d'un cycliste et de sa ville. La ville, c'est Torres Vedras, au nord de Lisbonne. En portugais, ça se prononce Torres Vedras. Là-bas, des fortifications ont connu les guerres napoléoniennes, les secousses du tremblement de terre de 1755, les bottes militaires de l'Estado Novo et une gloire nationale, Joachim Agostinho. Né en 1943 à l'apogée de la dictature de Salazar, il passe 5 ans au Mozambique, en pleine guerre coloniale. À la fin de son service, avec ses économies, il ouvre une pâtisserie et se paie un bon vélo, avec lequel il assure ses livraisons. 35 km tous les jours entre chez lui et son lieu de travail. Agostinho a été un vélo-taffeur avant d'être un coureur. Il est pourtant repéré à 25 ans lors de ses premières courses en amateur. En quelques mois, il connaît une ascension fulgurante, remporte de nombreuses victoires et intègre l'équipe de Jean de Gribaldi qui le fait participer au Tour de France. Il marque les esprits en 1969. C'est sa 2e année en tant que coureur professionnel et il finit 8e du Tour de France. La 7e étape est une anthologie. Après une mauvaise chute, c'est avec le jersey arraché, le dos et les jambes en sang qu'il franchit la ligne d'arrivée. Il est à pied, le vélo dans une main, la roue avant dans l'autre. Cette image fait partie désormais des icônes du sport national. Agostinho se démarque par sa puissance et sa ténacité. Bien qu'ayant commencé tard dans la discipline, il a montré des capacités assez exceptionnelles, mais on retient aussi l'image d'un compétiteur acharné, à la limite du vélo bagarre. Pour preuve, lors du Tour de France 1970, dans la 9e étape qui mène à Mulhouse, le Danois Mogens Frey est échappé. Il est rejoint par Joachim Agostinho. Les 2 coureurs appartiennent à l'équipe Frimatic de Jean de Gribaldi. De son côté, Mogens Frey a une motivation en plus. Sa ravissante fiancée, Miss Danemark, est présente à l'arrivée de l'étape.
Alors qu'il reste une cinquantaine de kilomètres à parcourir, Frey, épuisé, demande à Agostinho de rouler. Agostinho s'exécute et tient le peloton à distance. À l'approche de la ligne d'arrivée, Agostinho pense que son équipier va lui laisser la victoire. Erreur. Le Danois attaque. Le Portugais l'enferme contre les barrières, puis tend le bras pour l'empêcher de passer. Tassement, frottement, coup de coude, tout y passe. Frey se retrouve coincé, avec le guidon d'Agostinho dans l'estomac. Le Portugais, acclamé par la foule, l'emporte. Il sera immédiatement déclassé. 3 jours plus tard, l'épisode est oublié. Les 2 coureurs font chambre commune à l'étape de Besançon. Joaquim Agostinho prend sa retraite en 1983. Mais en 1984, à 41 ans, il remonte en selle pour prendre part à la Volta de l'Algarve, aux côtés de jeunes coureurs prometteurs. Lors de la 5e étape, à quelques mètres de l'arrivée, un chien traverse devant lui et le fait chuter. Agostinho se relève, indifférent à la douleur, et termine la course épaulé de 2 collègues. À l'arrivée, il se plaint de vertige. On le transfère à l'hôpital où on découvre qu'il a une fracture crânienne. Son état empire, il sombre dans le coma et après 10 jours de soins intensifs, il décède au CUF de Lisbonne. Agostinho a tellement marqué l'histoire du cyclisme portugais que de nombreux hommages lui ont été consacrés. À Torres Vedras, on trouve des statues à son image, et les vélos en service partagé s'appellent les Agostinhas. Imaginez qu'on roule à Saint-Léonard de Noblat sur des poulies dorettes. Il y a 4 ans, un musée a ouvert à son nom. Le lieu présente sur un seul plateau une frise chronologique qui retrace l'histoire du cyclisme national en parallèle de l'histoire avec un grand H. On peut y voir une partie consacrée à l'émancipation des femmes, l'engouement des classes populaires ou encore l'évocation du cyclotourisme en quelques lignes. L'exposition montre des documents d'archives, comme les escadrons de cyclistes nazis, bien alignés portant des masques à gaz. Mais elle fait aussi la part belle aux petites mains du cyclisme pro, à commencer par le mécano d'Agostinho, qui était considéré comme l'un des meilleurs de son temps. On regrettera qu'il n'y ait aucune mention des mobilités douces et de la place grandissante du vélo dans nos villes, alors que le grand homme célébré ici avait débuté dans la vie en faisant ses livraisons à vélo. On regrette aussi de ne pas y entendre une chanson de Dick Annegarn, écrite en 1990, un éloge bicicole qui nous aurait bien accompagnés dans cette plongée temporelle. On se consolera avec les vers d'Alexandre Onil, poète surréaliste lisboète, et qui, une fois traduits, disent ceci: « L'homme qui pédale âme, avec le passé en remorque, l'air vif dans ses narines, il tient l'avenir dans son pédalier. » Eh ben c'est bien, si vous êtes un auditeur fidèle ou pas de Pause Vélo et que vous voulez nous envoyer un petit audio comme ça, eh ben on prend avec beaucoup de plaisir. Merci Bruno de Dieppe de nous avoir envoyé ce truc-là. Je vous avoue qu'avec Bruno, on s'est décidé que peut-être il y aurait une suite. Enfin, vous verrez. Peut-être cette voix-là, vous l'entendrez à nouveau dans Pause Vélo. Alors on va maintenant parler avec Anne de comptage vélo. J'ai essayé de pas vous endormir en comptant des vélos. Ah oui, on compte pas les moutons, on compte les vélos à Pause Vélo. Donc je vais vous emmener en Haute-Savoie, puis un peu en Suisse aussi, parce qu'on est près de Genève ici. Je vais vous parler de la situation locale. Alors, si vous connaissez un peu la région, il y a quand même quelques petites montagnes, mais il y a pas mal de vallées, et puis il y a pas mal de gens quand même qui se déplacent à vélo de façon assez régulière. Et si on retourne dans les années 2000, on a quelques associations qui se mettent à compter. Pourquoi compter ? Alors on compte les vélos, on compte les cyclistes pour que les cyclistes comptent, n'est-ce pas ? Parce que quand on veut parler à des mairies en leur expliquant qu'il faut faire une bande cyclable, c'est plus facile de leur dire il y a tant de vous cyclistes. voyez, il y a 750 cyclistes qui passent, il est peut-être temps de faire quelque chose pour eux. Donc ces associations commencent un peu à compter les vélos, les cyclistes, et elles commencent à avoir une bonne expérience dans le domaine, une capacité à s'organiser, etc., etc. Et puis on arrive dans les années 2018-2019. Là, il se monte un collectif des associations de la région. Donc on parle de tout l'arc lémanique. On parle de Genève, mais on parle d'Annemasse, de Thonon. On parle aussi de Ferney. On parle du Pays de Gex. Enfin voilà. On continue les comptages, mais on s'organise de plus en plus pour faire tous la même journée et puis pour faire des résumés ensemble, etc., etc. Et on arrive en 2024. Et là, en 2024, on décide de créer le collectif de façon officielle qui s'appelle Cyclable. Grâce à toutes ces associations, est invité un peu dans toutes les instances qui discutent d'aménagement vélo et des comptages. Et dans les comptages, il y a un acteur qui s'appelle l'Office cantonal du transport. Ça fait suisse, ça. Ça, c'est très suisse.
Et en fait, c'est tout ce qui s'occupe justement d'organiser les transports en commun sur le canton de Genève. Et cet office cantonal du transport, non seulement il s'occupe de transport en commun, mais il s'occupe de trafic piéton, il s'occupe de cyclistes, et puis aussi de la place des voitures, parce que pour organiser tout ça, faut tenir un peu compte de tout le monde. Et au départ, l'office cantonal des transports, il regarde un peu le collectif cyclable en se disant oui, ils sont gentils, c'est des petits acteurs associatifs, voilà. Et puis surtout, le collectif cyclable fait pas les comptages comme l'OCT. Alors l'OCT dit ouais, c'est pas la bonne façon de faire, de toute façon c'est plutôt la meilleure façon de faire. Alors c'est très gentil tout ça, c'est des bonnes discussions, mais on a un peu de mal à se rejoindre. Et puis petit à petit, en fait, ça commence à réfléchir un peu plus du côté de l'OCT. Le collectif cyclable reste sur ses positions en disant nous c'est comme ça qu'on veut compter, nous on veut compter le nombre de personnes sur des vélos, on compte pas des véhicules, on compte des personnes. Et puis on a besoin de savoir des choses sur ces personnes intéressantes, c'est pas juste un flux de métal, c'est vraiment des gens. Et là, l'OCT se dit peut-être qu'ils savent faire quelque chose de différent de nous. Et là, maintenant, l'OCT est en train de réfléchir, et c'est quasiment fait, à embaucher le collectif cyclable, et au travers du collectif cyclable, en fait, d'embaucher des gens qui avant étaient bénévoles, mais qui vont être rémunérés pour compter des vélos, et les compter à la façon du collectif. Et moi, c'est une petite victoire. Ouais. Là, pour l'ego, ça fait du bien. Là. Ça fait du bien. Et puis, on a un peu échangé sur le sujet. C'est vrai que c'est beau aussi de voir que des instances qui sont peut-être un petit peu très organisées, etc., elles évoluent. Elles sont capables aussi de se dire oui, peut-être qu'il y a une autre façon de faire. On s'est planté, il y a peut-être mieux à faire. Voilà. Ouais. Et alors, ce que ça démontre aussi, c'est la plasticité impressionnante du monde associatif. C'est-à-dire que, en termes de rapidité d'organisation et de fiabilité de l'organisation, franchement, on bat à plat de couture tous les systèmes privés. Hi-ha ! Et moins cher. Alors, moins cher, c'était pas l'objectif principal, mais surtout beaucoup plus rapide, beaucoup plus fiable. Parce qu'en fait, les gens qui vont compter, c'est des cyclistes et c'est des gens qui ont de l'expérience dans le comptage. C'est très différent de ce qui aurait été fait sinon, qui aurait été d'embaucher des intérimaires. Parce que c'est clair que c'est des missions de 2 fois 2 heures sur une journée avec un trou de 6 heures au milieu. C'est pas des emplois à plein temps sur lesquels on peut recruter des gens en CDD ou en CDI. Non, c'est des missions d'intérim comme ça qui sont distribuées un peu comme faire les stocks dans un supermarché. Sauf que là, on compte pas des boîtes de petits pois. On compte des cyclistes et on veut savoir est-ce que c'est un homme ou une femme sur le vélo ou un enfant, c'est une personne très jeune ou une personne très âgée, est-ce que le vélo c'est un vélo qui va à 25, électrique qui va à 25, qui va à 45, ou est-ce que c'est un vélo sans moteur, etc. Et tout ça, c'est des vraies compétences en fait de pouvoir reconnaître ça sur quelqu'un qui passe. Ouais, dis-toi, mais je suis en train de me dire, nous autres cyclistes, on a cette compétence-là, on voit un vélo passer, on sait s'il est électrique ou pas, on sait si c'est un cargo, alors que peut-être, t'as raison, les automobilistes, les piétons, qui n'ont pas l'œil aussi affûté que nous, pour eux, c'est plus difficile de distinguer ça, juste sur un petit passage. Tout à fait. Tu sais, en fait, j'ai fait des études sur environnemental, le naturalisme, pas le naturisme, le naturalisme. C'est-à-dire que dans ma classe, il y avait des gars, ils pouvaient voir passer des oiseaux ou des plantes, ils savaient nommer le truc. Et ils voyaient, alors moi, ils me subjuguaient, je sais pas comment ils faisaient, ils voyaient un oiseau passer, mais avec un petit cri, un petit bout de vol, t'as même pas vu les couleurs, ils savaient te dire, ça c'est un machin, c'est un galoupio palmé, tout ça. Et moi, je me dis, comment ils font, ils l'auraient pas dû passer. Et finalement, je m'aperçois qu'en tant que cycliste, j'ai un peu cette compétence-là. Alors, pas de nommer les oiseaux, mais de nommer le cycliste, quoi. En fait, on ne se rend pas forcément compte qu'on acquiert cette compétence, mais on l'a vraiment. C'est-à-dire que la capacité de reconnaître un vélo électrique d'un vélo pas électrique musculaire... Rien qu'à la façon de pédaler. À la façon de pédaler, puis aussi dans la silhouette du vélo. Comme tu disais, les fixies tout à l'heure. Un cycliste, il sait tout de suite voir que c'est un fixie, alors que des gens qui ne sont pas très proches du vélo, ils ne vont pas forcément voir ça. Ouais. Et donc, tout ça, c'est des compétences qu'on peut valoriser. Et vraiment, moi, ça me fait extrêmement plaisir de voir que dans la région, par ce collectif et par ces associations, on démontre qu'il y a une vraie connaissance, il y a une vraie compétence et qu'on arrive à la valoriser. Bravo au collectif cyclable et longue vie au collectif cyclable. Ah, c'est bien, ça fait du bien d'avoir des ondes positives comme ça. Allez, on continue avec les ondes positives. Encore un auditeur angevin qui s'appelle Michael, qui a écouté la dernière émission de la saison 7. Aujourd'hui, on enregistre la première émission de la saison 8 de Pause Vélo. Et la dernière émission de la saison 7, en juin, elle parlait d'un festival, Les Résistantes, qui avait lieu en Normandie. Un gros festival d'ampleur nationale sur toutes les luttes sociales, écologiques, etc. Et que, pour éviter qu'il y ait trop de voitures sur le festival, il y avait des convois qui étaient organisés. Et cet auditeur-là, il a entendu l'émission, il a entendu parler de ce convoi, et il a décidé de rejoindre le convoi, et il nous raconte ce qu'il a vécu.
Je vais commencer par vous remercier, vous l'équipe de Pause Vélo. Ça fait quelques années désormais que je vous suis et c'est une véritable friandise. Alors, en fait, je télécharge l'épisode de la semaine, je me le garde pour le déguster tranquillement, avec gourmandise, comme une tablette de chocolat qu'on met de côté pour passer un bon moment. En plus, j'ai eu l'honneur incroyable de rencontrer un membre imminent de votre équipe. Coucou Camille, j'espère que tu as kiffé ton périple avec tes enfants. Donc j'ai encore une raison de plus pour vous remercier, parce que grâce à vous, j'ai vécu une très grande expérience de voyage à vélo. De l'inédit pour moi, participer à un convoi vélo. L'histoire commence au mois de juin, j'écoute un épisode de Pause Vélo et 2 invités évoquent les festivals qui ont lieu dans l'Orne. Pour ces 2 festivals, des convois sont organisés, proposés comme une autre façon sympa de se rendre à un festival, histoire de réduire l'empreinte écologique des grands rassemblements. Mon programme de l'été est très flou, j'ai rien anticipé. Au final, je sais toujours pas ce que je vais faire. Donc tiens, un festival qui fait un convoi vélo, c'est quoi ce festival? Donc ça s'appelle Les Résistantes. Je vais jeter un œil sur le programme et c'est une grosse surprise. Il s'agit de convergence des luttes. Et c'est des sujets qui me parlent. Le féminisme, l'inclusion, le racisme, tout ça dans le militantisme et l'activisme. Il y a des tables rondes, des conférences gesticulées, du son punk en soirée. Ça le fait en plein dans mes envies du moment. Une grosse résonance avec mes questionnements d'homme blanc 6-7 et de mes privilèges. Alors, homme 6-7, c'est pour désigner les hommes cisgenres hétéros. 6-7. Avant, je savais pas. Et d'ailleurs, pendant ces 10 jours, je vais en apprendre des trucs, me questionner, apprendre encore. Donc, je signe pour ce convoi vélo. J'ai pas de pote intéressé par le délire, je connais personne qui va au festival. Bon bah, au pire, ce sera une balade vélo. Ça me fera du bien. J'ai pas roulé de l'année, malgré de bonnes résolutions. Donc ça se tente. Je pars d'Angers la veille pour rejoindre Nantes. J'ai pris contact avec la coordination du convoi. Un participant a répondu OK pour m'héberger la nuit précédant le départ. Ça commence plutôt bien ce voyage. À Ancenis, je rencontre Vincent, néo-voyageur en vélo. Et tu sais bien comment ça se passe quand on voyage en vélo. On voit un voyageur en vélo, on regarde sa config, bagage vélo, on regarde son vélo en détail, on commence à discuter technique, choix tactique. C'est un vrai truc de geek. Ta selle, elle est confort, t'as une dynamo moyeu, t'es content de tes pneus, où tu vas, d'où tu viens. Et puis on termine par rouler ensemble, en partageant nos visions du monde et en le refaisant. Avec Vincent, on est dans une période charnière. Le hasard fait que nos phases de vie sont synchrones. On a le même âge. C'est un beau moment de partage qui se termine par une bière à la cantine sur l'île de Nantes. Il me reste ensuite à rejoindre la résidence de O. Je retrouve S et O qui sont installés en terrasse, tranquille. J'arrive en pleine dégustation de confiture maison. O développe la cuisson de confiture au four solaire qu'il met au point. Il améliore, peaufine, optimise. Il manie la chimie, l'ingénierie, la bricole. Il teste, on discute, on échange. Et puis le résultat est incroyable. Des confitures, des friandises qui sont trop bonnes. Donc je me vois offrir une nuit dans une petite caravane toute mignonne. Merci à la coloc de O d'avoir accepté de me la prêter. Et puis je croise la poule affectueuse du lieu qui me fera la fête comme un petit chien le matin au réveil. Je me dis, qu'importe ce qui se passe ensuite sur le convoi vélo, en une journée, je suis déjà comblé. La suite, elle est incroyable. Vous êtes mignon à Pause Vélo parce que quand je vous ai contacté pour vous remercier, vous me dites, ça serait cool que tu fasses un témoignage en 2-3 minutes. Comment je vais faire pour résumer un an de voyage en 2-3 minutes ? En une journée, il se passait tellement de trucs qu'on n'avait plus de repères temporels. C'était devenu n'importe quoi. C'est devenu une grande blague d'ailleurs, entre nous. On est parti, on était 11 de Nantes, on se connaissait pas. Au bout de 2 jours et 70 km, on avait l'impression d'avoir partagé des semaines. C'était humainement tellement dense. Au bout de 3 jours, on formait une famille. La fierté éblouissante des cyclistes anarchistes et lyriques. Rouler en groupe, ça permet de se laisser le temps d'aller à la rencontre de l'altérité. Les bivouacs du soir ont été l'occasion de purs moments de convivialité, de rire, et puis de tatouage à l'eau aussi. Je voyage en vélo depuis l'âge de 10 ans, je croyais être au point sur la question, en toute humilité.
Amis voyageurs, j'ai découvert encore une belle facette de cette pratique, et aussi que partir avec le mauvais duvet offre des réveils matinaux, quand on se fait cueillir par la rosée bretonne, puis par la rosée normande. Je lance un nouvel appel, hein. Si jamais vous voulez faire comme Mickaël ou comme Bruno, que vous voulez nous envoyer vos chroniques, c'est avec un immense plaisir, même pour nous faire un petit coucou, pour parler tout simplement de votre association, dire ce que vous faites, que vous êtes vachement fiers, une petite carte postale de votre coin, une petite carte postale audio. On prend toujours volontiers dans Pause Vélo. Ça va être l'heure de se quitter, les enfants. Anne, Bruno, c'était un plaisir. Vous avez un petit truc à ajouter ? Ah bah ça tombe bien, moi non plus. Et n'oubliez pas les amis, pour sauver l'humanité, faites du vélo.